fish, cabbage, celery, whole wheat sandwich and cucumber. Bonjour, bienvenue à tous dans ce numéro spécial consacré à la 71e édition de la Saint-Vincent tournante. Cette grande fête viticole, vous voyez, il y a de l'ambiance. Cette grande fête viticole a lieu cette année dans 2 villages, à Vougeot et à Gilly-les-Citeaux. Gilly, c'est là où nous nous trouvons. Nous avons installé notre plateau et nous allons recevoir nos invités. Nous serons présents également à Vougeot grâce à Lise Riget qui va intervenir tout au long de cette émission et que nous retrouvons d'ailleurs tout de suite dans un lieu très symbolique. Vous allez voir. Bonjour Muriel, bonjour à tous. Effectivement, je me trouve sur un site exceptionnel. Vous l'apercevez derrière moi, le château du Clos Vougeot, entouré des vignes du domaine, symbole de l'influence des moines de l'abbaye de Citeaux, toute proche sur la viticulture bourguignonne. Le chemin des moines, c'est d'ailleurs le thème de cette édition 2015. Alors, l'histoire raconte qu'il y a 900 ans, en 1515, donation a été faite aux moines de l'abbaye de Citeaux d'une parcelle en lieu et place de l'actuel cellier du Clos Vougeot. Ce sera la toute première cuvée. Le vin, évidemment, est toujours à l'honneur aujourd'hui et plus que jamais en ce week-end de Saint-Vincent. Je serai là pour vous faire vivre tous les moments forts de cet événement, à commencer notamment par le traditionnel défilé. Suivra aussi la cérémonie des intronisations. Une ancienne vigneronne de Gilly-les-Citeaux nous donnera d'ailleurs son témoignage. Et puis on suivra aussi les dégustations. Les appellations régionales sont à l'honneur. Il y a aussi 9 caveaux d'ouvert. On attend de nombreux visiteurs. Tout est là pour que la fête soit réussie. Merci Lise. Je pense que la date c'est plutôt 1115. Alors avec nous également celui sans lequel millésime ne pourrait pas exister, c'est Lilian Mollet, notre chroniqueur. Vous allez nous parler de quoi Lilian aujourd'hui? Alors on va bien sûr parler de l'esprit des Saint-Vincent. C'est le jour pour cette fête qui, sous des interprétations différentes, revient année après année. On va faire un peu d'histoire, c'est obligatoire. On est à Gilly ici, et puis il y a le Clos Vougeot à côté. Et puis vous verrez, on va faire le grand écart aussi à la fin de l'émission. Je sens que vous allez être un petit peu grinçant comme d'habitude. Hein. Vous allez voir, on verra. Alors on reçoit tout de suite notre premier invité, François Labbé, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité de pilotage donc de cette Saint-Vincent 2015. D'abord, vous vous sentez comment? Vous êtes content là? Il y a du monde, il y a de l'ambiance? Je veux dire, on peut être que formidablement content. On est débordé, les caveaux sont pleins, les vendeurs de nourriture, de boissons sont aussi débordés, formidable. Bon, il neige, c'est aussi la Saint-Vincent. C'est beau aussi, hein. C'est beau. Oui. Ouais. C'était pas gagné parce que cette édition, elle devait pas avoir lieu ici. Hein, initialement, c'était un village qui a pas pu à cause de la grêle. Pourquoi Gilly et Vougeot se sont d'abord portés candidats? Écoutez, naturellement, je dirais, parce que Vougeot, c'est le siège de la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. C'est elle qui organise les Saint-Vincent tournantes. Donc, naturellement, la confrérie s'est tournée vers nous et nous avons accepté avec peu de délai, puisque parce que d'habitude, il faut des années pour préparer ça. Il faut beaucoup de temps. On a du mal à imaginer qu'une grande fête comme ça, qui va peut-être nous amener 45 ou 50 000 personnes, s'organise au pied levé. Mais non, c'est extrêmement compliqué pour toutes sortes de raisons. Bon, la sécurité évidemment, mais aussi pour le confort de nos visiteurs. Le confort, c'est non seulement la nourriture, mais c'est surtout et essentiellement qu'est-ce qu'on va leur proposer à déguster. Alors ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais vous avez réussi à fédérer plein de bonne volonté, j'imagine, pour arriver à ce résultat. Oui, alors il y a une fédération totale entre les vignerons de Vougeot et de Gilly, qui sont peu nombreux, mais à Gilly, on peut déguster des cuvées de Bourgogne, d'appellation Bourgogne, qui sont produites sur la commune de Gilly. Et à Vougeot, on a la chance de pouvoir goûter dans 2 des 4 caveaux une cuvée assez unique, qui est une cuvée donnée par des exploitants du Clos Vougeot, Grand Cru, une quarantaine, et on a fait une cuvée d'environ 1200 bouteilles. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission avec vous notamment. Là tout de suite, on va revenir sur un des temps forts de la Saint-Vincent, parce que cette Saint-Vincent, elle a des rituels assez précis. Le premier, c'est le défilé, et ce matin, Lise, au petit matin et dans le froid, Lise y était et elle nous raconte ce qu'elle a vu. Alors c'est bon, la procession a commencé, les bannières sont portées bien haut, les seins aussi, c'est le cas là de Meursault, c'est ça, et 2 demoiselles, 2 porteuses. Bonjour, alors comment ça se passe? Bonjour, écoutez, on commence, donc là on est parti pour quelques heures de défilé et de marche. C'est une fierté de porter ce sein. Évidemment, c'est une fierté.
Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là aujourd'hui pour cette fête de la Saint-Vincent? Déjà représenter mon village et puis oui, la fierté d'être avec tous les vignerons pour fêter cette Saint-Vincent tournante cette année. C'est important aussi de montrer aux enfants toute cette tradition, toute cette tradition, bien sûr, c'est très important. C'est des filles de vignerons, hein. Ah oui, faut que j'ai ça dans le sang. Courageux, oui. Il nous faudrait la fête Saint-Vincent 2015. Alors Elisabeth Vincent, vous nous avez rejoint, vous êtes la présidente de cette Saint-Vincent 2015. Vous étiez dans le défilé ce matin. Ah tout à fait, j'étais avec les sociétés pour faire l'accueil, j'étais dans les premières. Donc ça s'est très très bien passé, tout le monde était content. C'était un moment un peu émouvant pour vous? Oui, c'est un moment émouvant et puis aussi c'est un moment important pour les sociétés de Saint-Vincent puisque tous les vignerons se retrouvent à ce moment-là. Et puis après avoir fait un petit tour, mangé un petit peu, donc on a pris le défilé, donc il y a le rangement dans l'allée du château. Et ensuite, nous sommes descendus tranquillement vers le monument aux morts, avec devant nous la garde républicaine. C'était très très émouvant. Lilian, je me tourne vers vous maintenant. Donc on le voit, c'était pas facile à organiser, et pourtant il y a du monde. Et pour vous, ça, c'est important. Oui, c'est l'esprit des Saint-Vincent. On va commencer par une devinette. Qu'est-ce qu'on va nous demander ce soir? Alors, comment étaient les vins, souvent? Mais la vraie question, la question très bourguignonne, souvent, c'est elle est comment cette Saint-Vincent? Qu'on nous pose souvent. Et moi, j'ai envie de dire, elle est cette Saint-Vincent. Et c'est ça le plus important. On sait qu'elle a eu des hauts et des bas, cette fête. Elle s'est même arrêtée à un moment donné. Ces dernières années, il y a eu différentes interprétations. Il y a eu des classiques comme Chassagne ou Saint-Aubin, des plus originales. Et puis, il faut tirer vraiment un coup de chapeau aujourd'hui aux gens de Vougeot et aux gens ici de Gilly parce qu'ils ont haut débeauté organisé cette fête. Ils ont remplacé un autre village qui a eu des soucis. On va glisser rapidement sur le fait qu'il y aurait pu y avoir 3 villages, qu'il n'y en a que 2 officiellement. On va dire qu'en réalité, il y a des gens du 3e village, il y en a plein qui sont dans l'organisation de façon officieuse aujourd'hui. Moi, j'en ai rencontré dans les caveaux. La question qu'on pourrait poser, c'est à quoi ça sert? Les vins de Bourgogne, ils se vendent bien, et ils se vendent souvent très loin d'ici d'ailleurs, à l'étranger. Alors pourquoi se fatiguer, pourquoi faire ça dans ce monde qui est souvent individualiste? La réponse, finalement, c'est tous les gens qui sont pas vignerons qui la détiennent un peu, qui se sont battus pour que cette Saint-Vincent ait lieu. Les Bourguignons, ils sont très attachés à ça parce qu'ils se sont rendus compte que c'est très important pour leur image dans le monde. Au début, les gens s'en rendaient pas compte. Et puis au fil des décennies, il y a finalement des centaines de milliers de personnes qui sont venues en Bourgogne. Alors, ils ont eu froid, ils se sont mouillés, ils s'étaient serrés. Mais ils ont rencontré la Bourgogne en réalité. Et si aujourd'hui la Bourgogne a cette image d'une région pas forcément comme les autres vignobles, elle le doit à ces Saint-Vincent. Et ça, vous pouvez faire toutes les campagnes de publicité que vous voulez dans le métro à Paris. Personne ne l'obtiendra jamais, et c'est pour ça que l'esprit de cette Saint-Vincent, il est important, et qu'année après année, il se poursuit, et d'ailleurs, il y a des candidats pour les années futures. On reçoit maintenant Béatrice Bourrelli, bonjour. Alors vous êtes l'auteur d'un livre sur les vins et les vignes de l'abbaye de Cîteaux. Cette abbaye, elle est présente partout, on voit le château ici, un peu plus loin il y a d'autres bâtiments qui sont l'héritage des moines cisterciens. Je voudrais que vous me racontiez un petit peu l'histoire de cette abbaye. Elle date d'à peu près un peu plus de 900 ans? Un peu plus puisqu'elle a été créée en 1098 à Cîteaux, donc quelques moines qui se refusent à adopter le régime un petit peu féodal que les autres moines suivaient à l'époque, à savoir percevoir des dîmes, etc. Et donc ils décident de revenir à la règle de Saint Benoît. Alors Saint Benoît, c'est lui qui a en fait fait tous les moines bénédictins, ça veut dire Saint Benoît bénédictin. Voilà. Donc entre autres Cluny était bénédictine, et donc ces moines disent il faut revenir à l'esprit de la règle et donc vivre dans le dénuement, à l'écart du monde et se consacrer à notre vie intérieure. Et pourquoi ils s'installent ici, donc à quelques kilomètres de Gilly là? Parce qu'on leur donne ces terres et puis que c'est à l'écart du monde. Voilà, donc ils s'installent là. Ils vont d'ailleurs se rapprocher un petit peu de la Vouge après, parce qu'en fait, ils se promettent également d'être complètement autonomes, c'est-à-dire de vivre de leur propre travail, d'être en autarcie économique.
Donc ils vont travailler eux-mêmes la terre, ils ont besoin d'eau, parce que l'eau évidemment se boit, on peut avoir des poissons, il faut aussi des moulins, la règle en parle. Et puis d'ailleurs ils vont se révéler être de superbes génies de l'hydraulique, puisqu'ils vont carrément dévier la sans fond, parce que la Vouge c'est un petit ruisseau presque. Donc ils vont créer un canal de 10 km, même construire un viaduc, enfin un aqueduc pour enjamber une autre rivière. Enfin, donc il fallait être efficace pour arriver à se nourrir et avoir tout ce dont on avait besoin. Et entre autres, on sait qu'ils ont aussi inventé les marteaux hydrauliques pour améliorer les performances dans les forges, quoi. Voilà, donc c'est vous dire, ça a vraiment été des gens astucieux, oui, parce qu'il fallait pourvoir à ses besoins. Et ils ont été aussi importants parce que ils ont en fait leurs règles un peu essaimées, hein, et ils ont pris petit à petit une influence grandissante en France. Alors les 10 premières années, ils sont dans le dénuement le plus total, puisqu'ils sont vraiment très pauvres et ils entendent bien le rester, mais du coup il n'y a pas de renouvellement de moines. Donc il y a un abbé qui se dit bon, il va falloir faire quelque chose quand même. Donc il accepte les donations, dont celle d'Élisabeth de Vergy, qui est de la maison de Vergy, qui sont les seigneurs du lieu, et ensuite celles qui seront au Clos Vougeot. Mais leur première vigne était en fait à Meursault, dès Noël 1098, parce qu'ils avaient besoin de vin pour plein de raisons. On peut en parler si vous voulez. On va en reparler dans un instant. Tout de suite, en fait, on va regarder un reportage qui montre à quel point cette abbaye était importante. Une des preuves de l'importance de cette abbaye, c'est le nombre de témoignages qui restent, notamment des manuscrits. Il y en a 244 à la bibliothèque municipale de Dijon, qui sont une mine importante pour les chercheurs du monde entier. On regarde tout de suite ce reportage d'Anne Berger et d'Isabelle Rivière. Parmi les millions d'ouvrages anciens que compte la bibliothèque municipale, il y en a certains plus précieux que d'autres, comme ceux-là. Habituellement conservés dans un lieu tenu secret, manipulés avec 1001 précautions, des trésors inestimables. Sur les 4000 manuscrits que nous possédons à la bibliothèque, il y en a 300 à peu près qui viennent de Cîteaux, dont 244 qui sont médiévaux. Et sur ces 244 médiévaux, il y en a une petite centaine qui sont de la grande période du scriptorium, c'est-à-dire du XIIe siècle. Ce volume, par exemple, a été terminé en 1111, une dizaine d'années seulement après l'installation des moines à Cîteaux. Et au fil des pages, des enluminures apportent un témoignage exceptionnel du quotidien des frères cisterciens. L'une des devises des moines, c'est ora et labora, prie et travail, et on les voit donc couper du bois, moissonner le blé, couper à nouveau, défricher, préparer le terrain pour vivre en autarcie. Et sur plusieurs volumes, des enluminures font directement référence au travail de la vigne, en particulier aux vendanges. Les moines ont besoin de vin pour leur consommation, mais surtout pour la célébration des messes de la communauté. Ces manuscrits peuvent encore être consultés à titre exceptionnel sur place, mais aujourd'hui, il est surtout possible de les retrouver sur le site internet de la bibliothèque municipale. Une grande partie des manuscrits de l'abbaye de Cîteaux ont été numérisés, notamment ceux du XIIe siècle, les plus importants. Et il fait partie des missions des bibliothèques patrimoniales aujourd'hui de rendre accessibles à distance les collections les plus importantes. Donc aujourd'hui, effectivement, on a à la fois accès au catalogue, à des informations et aussi à l'ensemble des images, ce qui permet d'avoir un accès différent par rapport aux originaux, puisqu'on peut zoomer, par exemple, presque à l'infini dans les détails des images. Des images qui célèbrent le travail de la vigne et retrouvent 900 ans plus tard une étonnante actualité à l'occasion de cette 71e Saint-Vincent sur le chemin des moines. Béatrice Bourrelli, le vin c'était quelque chose d'important pour les moines cisterciens. Pourquoi ? Pour tous les moines déjà parce que effectivement il faut célébrer la messe, on vient de le dire dans le reportage, donc il a aussi une haute valeur symbolique puisqu'il est le sang du Christ au moment de la communion. Ensuite, donc il faut qu'il soit bon aussi parce que c'est aussi le travail bien fait. Il y avait un homme d'église qui disait je ne voudrais pas que le Seigneur me voie faire la grimace au moment de la communion, mais bon, c'est important. Et donc c'est aussi un aliment à part entière le vin, tout
simplement. Il est nourrissant, d'ailleurs il est autorisé aux moines quotidiennement, parce que pour se remettre du travail, bon, s'ils peuvent s'en passer c'est bien, dit la règle, mais sinon ils peuvent en boire. Et Saint-Benoît fixe une quantité qui est une émine maximum par jour, ce qui correspond à 30 centilitres. Et ce qui est rigolo, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande également comme quantité maximum pour un homme aujourd'hui 30 centilitres, 3 verres de vin. Voilà, des précurseurs, hein. Déjà Saint-Benoît au 6e siècle avait vu juste, si on peut dire. Qu'est-ce qu'ils ont apporté, ces moines, à la viticulture bourguignonne? Ils l'ont pas inventé, la viticulture bourguignonne. Qu'est-ce qu'ils leur ont offert? En fait, je crois que c'est leur rationalisation des tâches qui a été exemplaire. Par exemple, donc les donations qu'on a pu leur faire, elles pouvaient être éparses. Ils les ont rassemblées pour être plus efficaces, pour construire des celliers, etc. qui dans chaque site où ils étaient. Donc, ils ont vraiment rationalisé les choses. Et du coup, c'est vrai qu'ils n'ont pas choisi les plus mauvais terroirs. Généralement, pour apparemment, ils avaient du nez. Cette opération de remembrement, bon, donc le Clos Vougeot par exemple, mais en fait à Vougeot ils ont eu toutes les vignes, hein, donc ils ont aussi apporté la notoriété au vin. Alors évidemment, puisqu'en fait l'ordre après a connu un succès formidable avec Saint Bernard, qui a été un homme charismatique, qui a conseillé les rois, fait élire les papes, enfin bon. Donc du coup l'ordre a connu un essor prodigieux qui s'est prolongé un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait 1200 monastères dans toute l'Europe en 1350. Et donc du coup, bon, chaque monastère faisait du vin, et puis ceux qui pouvaient pas en faire parce qu'ils étaient au Danemark par exemple, on leur envoyait du vin. Et les abbés de tout l'ordre devaient venir à Cîteaux chaque année en chapitre général de toute l'Europe. Et eux, ils ont un petit peu aussi fait, je dirais, connaître et rayonner ce vin, quoi. On passe des vignerons au vin avec Philippe Charlopin, vigneron. Bonjour. Bonjour. Alors, à cette Saint-Vincent, c'est assez particulier. D'habitude, on fait déguster ce qu'on appelle une appellation communale, qui porte le nom d'un village. Ici, ce sont des appellations régionales en blanc et en rouge qu'on va faire déguster, enfin que les visiteurs peuvent déguster. Rappelez-nous, qu'est-ce que c'est qu'une appellation régionale? L'appellation régionale, c'est 52% de la production de la Bourgogne. Donc c'est un volume important déjà. Important, plus de la moitié de ce qui se produit à l'heure actuelle en Bourgogne. Les grands crus ne représentent que 2%. Donc c'est énorme, avec cette diversité des appellations Bourgogne qui vont de Chablis jusqu'aux portes dans le Mâconnais, et c'est exceptionnel. C'est vraiment une première, puisque faire déguster des appellations régionales dans une Saint-Vincent, ça s'est jamais fait. Et c'est l'appellation Bourgogne, c'est la découverte de la Bourgogne. C'est les gens qui s'initient au vin commencent par goûter du Bourgogne, qui reste un rapport plaisir-prix très intéressant. Et ils ont beaucoup de plaisir à goûter ces vins d'appellation Bourgogne qui ont aussi des climats et des terroirs différents. On va voir ce qu'en pensent les visiteurs de cette Saint-Vincent. On va retrouver tout de suite Lise Riget qui est allée près d'un caveau pour interroger les visiteurs. Oui, effectivement Muriel, je suis dans un caveau et je peux vous dire que j'ai eu un petit peu de mal à me frayer un passage parce qu'il y a énormément de monde. Ça commence à chanter aussi. Voilà, on déguste un Bourgogne rouge de 2011. Je voudrais demander tout de suite à ce monsieur ce qu'il en pense, tiens, finalement. Vous avez eu le temps de le réchauffer un peu? Je vais le goûter maintenant. Dégustation en direct. Alors, le verdict, qu'est-ce que ça donne? Très bon, très bon. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la texture en bouche, de l'odeur? Il est trop froid, c'est pour ça qu'on a du mal un petit peu à trouver les arômes, etc. Oui. Mais il est bon, Est-ce que ça valait le coup de faire autant d'attentes pour pouvoir accéder jusqu'ici? Ah oui, ça vaut largement le coup, oui, on n'a pas attendu très longtemps, non, c'est bon. Voilà. Alors, le propriétaire aussi est avec moi, alors... Finalement, il y a beaucoup de succès. On a combien de bouteilles là, écoulées depuis ce matin, depuis l'ouverture des caveaux? Ça n'arrête pas. En fait, on a 13 500 bouteilles dans toutes nos cuvées à déguster.
Et oui, ça n'arrête pas parce qu'il y a énormément de monde vu le temps, puisqu'il neige là actuellement. Et c'est vrai que le visiteur là, il a du mal à l'apprécier à sa juste valeur parce que en fait le vin est un petit peu froid, quoi. C'est difficile de le chambrer quand les bouteilles restent là sur les tonneaux pendant ne serait-ce qu'une minute, c'est difficile. Mais bon, on fait de notre mieux. Pour le moment, le vin qu'on débouche, il est sous des bâches, on a mis sous des couvertures. Puis ils sont bien chouettes. Et vous voyez, ça réchauffe tout le monde parce que les gens se mettent à chanter. Donc on a de l'ambiance. Il y a quand même de l'ambiance. Voilà, c'est ça. Alors ça n'arrête pas. Madame, elle a pris combien de tickets? Oh, tous, moi. Ah, bien sûr. Vous allez tout goûter? Tout, bien sûr. Ben oui. Il y en a un qui vous intéresse en particulier? Oh oui, les morceaux. Oui. Il y en a un qui se détache pour l'instant, que vous préférez? Lequel est-ce qu'on préférait? Ah, celui-ci, hein. Il est bon. Allez, il est bien. Mais vous voyez, Muriel, les gens ne sont pas difficiles, tout est bon, mais attention, avec modération. Ça, c'est toujours avec modération, Lise. Merci, Lise. Je vois qu'il y a autant d'ambiance chez vous que chez nous. On retrouve François Labbé. Pour parler de deux vins un peu exceptionnels qui sont proposés à la dégustation. On parlait des appellations régionales tout à l'heure. Il y a quand même deux autres vins assez exceptionnels à goûter ici. Oui, alors évidemment, on devait dans l'esprit de cette Saint-Vincent, J et Vougeot, présenter des vins sortant un petit peu de l'ordinaire. Et grâce à la générosité d'un grand nombre d'exploitants du Clos Vougeot et des Échezeaux, nous avons réussi à élever deux cuvées très spéciales, une de Clos Vougeot et une d'Échezeaux, qui ont été soigneusement enfermées dans de beaux tonneaux et mises en bouteille au mois de décembre pour être servies aujourd'hui dans 3 des caveaux de la Saint-Vincent Vougeot-Gilly. Alors, vous le disiez, ils viennent d'être mis en bouteille, donc ça veut dire que ce sont des millésimes qui sont très jeunes. En général, les grands crus, c'est bien d'attendre pour les déguster. C'est pas un peu trop jeune, là? Bon, il est jamais trop tôt pour boire une grande bouteille ou pour déguster une grande bouteille. Oui, alors c'est effectivement, ce sont des vins du millésime 2013, qui est un millésime formidable, qui est un millésime très riche, très mûr. Si vous vous souvenez, on a eu des vendanges très tardives, des vendanges au mois d'octobre, ce qui était rarement arrivé depuis quelques dizaines d'années. Oui. Mais on a des vins qui sont superbes. En plus, ils sont servis à la bonne température. Ils sortent des caveaux à la bonne température et très aromatiques, très ronds, très. Alors justement, décrivez-nous un petit peu ces deux crus, ces deux grands crus. Alors, les décrire précisément, je pense que chacun voit les vins comme il l'entend. Les Clos Vougeot sont des vins qui sont des vins Monaco, des vins qui sont riches, puissants. Les Échezeaux sont plus élégants. Sont des vins qui bien évidemment vont défier le temps si on a la patience de les attendre et si on a la chance de les avoir dans sa cave. Mais aujourd'hui encore, c'est une occasion unique, festive, formidable, avec une ambiance, 40 000 personnes. L'ambiance, on la voit, voilà, on l'entend, et toutes les personnes qui sont autour de nous sont là pour le plaisir du vin, de la Bourgogne. Vous en parlez magnifiquement. Merci François Labbé. J'ai mes racines dans la vigne et j'essaie de faire partager ma passion. Je crois que ça passe très bien. Merci. Lilian, je me retourne vers vous. Ouais. Vous, cette alliance de l'appellation régionale de Grand Cru, pour vous, c'est en fait la clé du succès de la Bourgogne viticole, c'est ça? Oui, c'est le grand écart dont je vous parlais tout à l'heure. C'est rare ce grand écart dans une Saint-Vincent, puisqu'effectivement les gens peuvent goûter les appellations régionales dont parlait Philippe Charlopin, puis ces grands crus dont François Labbé vient de parler. C'est la première fois dans une Saint-Vincent. Et finalement, cet écart incroyable, ça explique la Bourgogne, mais c'est aussi pour partie la clé du succès de la Bourgogne actuellement. Pourquoi? Parce que les amateurs dans le monde, il y en a beaucoup qui goûteront peut-être jamais de grands crus, ou très peu. Mais quand ils goûtent des appellations régionales, un Bourgogne, ou d'ailleurs quand ils achètent des appellations régionales dont le rapport qualité-prix est pas toujours aussi favorable, Philippe Charlopin voulait pas le dire tout à l'heure, que dans d'autres régions du monde, ils les achètent parce qu'ils ont aussi l'impression de goûter une petite parcelle de ces Échezeaux et de ces Clos Vougeot, parce qu'elle a renommé des grands crus.
c'est la fameuse théorie du train. Il y a une locomotive devant, c'est les grands crus qui vont tirer tous les wagons de la Bourgogne. Et ça marche. Alors il faut que les wagons soient bien accrochés. Il faut que les vins aient quand même globalement un air de famille. Il faut que les gens qui les produisent se préoccupent les uns des autres. Et actuellement en Bourgogne, ça fonctionne. Il y a des contre-exemples célèbres, il faut le dire. Il y a le Bordelais en ce moment qui a des difficultés avec des grands châteaux qui sont complètement partis dans un autre monde et une entrée de gamme qui a beaucoup de mal parce que les gens se préoccupent pas trop les uns des autres. Et puis il y a malheureusement l'exemple de nos voisins tout proches du Beaujolais qui pendant des années a joué, on va dire, toutes ses cartes sur l'entrée de gamme, le Beaujolais nouveau, sans se rendre compte que c'était en train de torpiller le haut de gamme qui faisait leur prestige, les crus. Moulin à Vent, Saint-Amour, Chirouble, qui aujourd'hui se sentent pas heureux et ont du mal à se vendre. Et d'ailleurs, il y a une sorte de véritable sécession, de divorce dans le vignoble du Beaujolais actuellement. C'est pas le cas de la Bourgogne. Alors probablement aussi parce que les gens en Bourgogne qui produisent des grands crus, ils produisent aussi des appellations régionales. Ils ont la conscience de la totalité de cette gamme. Et pour l'instant, ça marche très bien tant que tout le monde fonctionne ensemble. Et ça permet aux gens qui visitent cette Saint-Vincent de comprendre finalement l'esprit de cette Bourgogne, tous ceux qui vont aller avoir la chance de trouver les caveaux où il y a des grands crus. Oui. Moi je vous le garantis, j'ai eu la chance d'aller goûter un petit peu des chez eux tout à l'heure. Les gens ils vont vraiment se rendre compte de ce que c'est qu'un grand cru en Bourgogne. Oui. Et d'ailleurs de façon très pédagogique, ils feront la différence avec les appellations régionales qui vont goûter aussi. Et ça c'est une riche idée d'avoir fait ça. Merci Lilian. C'est donc la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous également pour le prochain numéro de Millésime dans sa forme habituelle. Ce sera dimanche 22 février à Chablis. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.